Ce sont des sujets encore marginalisés sous le coup de la stigmatisation dans nos sociétés. Les autistes, souvent ces enfants qu'on voit, avec qui il est difficile parfois de communiquer. Une journée mondiale leur est consacrée, c'est chaque 2 avril, et c'est dans ce cadre que cette émission, donc les spécialistes vous parlent, est proposée sur SO Docteur TV, et notre invité, Gilles Edor, il est orthophoniste, pour nous éclairer davantage sur le sujet et voir la situation donc, des autistes au Togo, en Afrique et dans le monde s'il le faut. Gilles Edor, bienvenue. Merci, M. Kenanou. Alors, Bonjour. chaque 2 avril donc, est consacré comme journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, surtout en termes d'actions à mener pour que ces sujets puissent se retrouver au cœur de la société, se sentir entourés, se sentir pris en charge aussi. Et les thèmes, justement, c'est de la survie à l'épanouissement personnel. Les personnes autistes partagent des perspectives régionales. On va décrypter tout cela, on verra bien de quoi il est question. Mais déjà, quand on parle d'autisme, c'est quoi concrètement? Ok, merci M. Kenanou. Pour parler de l'autisme, on peut dire que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par 3 choses. D'abord, on peut dire qu'il y a un déficit dans l'interaction sociale. Il y a les troubles de la communication, que ce soit la communication verbale ou non verbale. Il y a aussi un déficit dans le comportement de ces gens-là. Il y a des actions qui sont répétitives et stéréotypées. Alors, vous dites 3 choses essentielles, mais je pense... 3 caractéristiques. Voilà, 3 caractéristiques. Je pense celle du milieu. C'est-à-dire, vous avez dit trouble, un déficit dans le langage verbal et non verbal. Ça veut la dire communication. que c'est un sujet qui est totalement coupé de son monde. Oui, effectivement. Parce que quand on ne peut pas parler, on peut au moins faire des gestes. Effectivement. Et là, vous dites que ces sujets, ils n'ont pas les deux. Alors, je vous pose une petite question. Comment est-ce qu'on arrive à identifier leurs besoins? Ok, pour leurs besoins, il est crucial déjà d'interagir avec les enfants, mais l'interaction est tellement difficile. Ce sont des enfants qui sont repliés sur eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à faire leurs besoins, ils ne sont pas autonomes déjà. Donc, il est vraiment important d'aider ces enfants. Et ça, ce sont des méthodes, ce sont des astuces que vous, en tant qu'orthophoniste, vous avez et que vous inculquez donc aux parents, sinon à l'entourage, pour que l'on puisse aider ces enfants. Alors, en clair, l'autisme, est-ce finalement une maladie, un trouble? Comment vous l'appelez? C'est un trouble. L'autisme n'est pas une maladie, mais c'est un trouble neurodéveloppemental qui survient au développement de l'enfant. Alors, on verra bien à quel moment justement le trouble s'installe. Et on va voir un peu quels sont on va dire, le poids, quel peut être le poids sur la vie de cet enfant et la vie donc de l'entourage, de la famille et de la communauté. Mais avant, je nous propose donc de regarder ce petit élément visuel et sonore et puis nous allons revenir. Antoine, c'est qui Antoine? Antoine, c'est le fils de Dialoyon, Dialoyon Longpon, et de Agbedinou Adjovi. Vraiment, lui-même il s'appelle Antoine Novillon. Et à sa naissance, c'était un peu difficile. On a suivi beaucoup de paramètres, beaucoup de problèmes à l'hôpital Tocoin. On a fait 2 semaines à Père. Là-bas. Après, c'est sur la route, vraiment, il a piqué une crise, excusez-moi, et après, on est retourné. Il ne têtait pas. Il est né, il ne criait même pas sans bouger, mais il vit. Donc, c'est suite à ça, avec ces problèmes-là, on est finalement, il ne tête plus. Ça fait plus que 3 ou bien 4 mois comme ça. Donc, on lui donnait des laits, un peu du lait, etc. Et après tout, bon, on ne sait pas, hein, on s'est débrouillé comme ça et il mange. Il a commencé à manger un peu. Il mange. Seulement quand il veut boire l'eau, nous, bon, quand il parle, nous, on sait de quoi il s'agit. Mais pour crier maintenant, il s'amuse un peu, il s'amuse beaucoup. Après l'amusement, il crie aussi, il pleure ici. Même les alentours vont venir. Entendre. Oui, ils vont venir. Donc, quand
À part ces problèmes, il y a d'autres maladies aussi, surtout le palu. Oui, qui le dérange. Disons, ce n'est pas, je ne vais pas parler de l'asthme, mais il y a une eau gluante là qui sort souvent. Oui, de sa bouche. Oui, de sa bouche. Puisqu'il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à manger certaines cuites dans tout ça là pour... bon. Donc c'est la maman qui s'occupe de lui. Bon, l'autre, elle sait beaucoup, c'est elle qui souffre beaucoup. Sinon, il ne se déplace pas, il est sur place comme il faut. Alors, Gilles aidant, nous avons vu donc la petite, enfin sinon le petit sujet que la rédaction de ce docteur Tilly nous a proposé. Mais ma question au travers justement de cet élément, c'est que le plus souvent, ce qu'on a comme, on va dire, déficit ou difficulté au Togo et en Afrique, c'est qu'on ne dispose pas de données claires aujourd'hui pour dire que ces sujets, ces enfants, ces personnes atteintes de ce déficit-là sont nombreuses dans nos communautés ou sont encore dans des chiffres, disons, infimes. Effectivement, parce que l'autisme déjà, c'est un truc qui est vaste. Et pour déjà poser son diagnostic, c'est un diagnostic vraiment pluridisciplinaire. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. C'est un spectre, comme vous le dites, qui va convoquer plusieurs spécialités afin d'établir le diagnostic. Et donc, ça reste encore, finalement, on va dire, un petit mythe. Effectivement. Parce qu'au Togo, nous avons les spécialistes qui interviennent dans la prise en charge précoce, dans la prise en soin de ces enfants. Mais on n'a pas tous les spécialistes pour pouvoir, ou bien on n'a pas un centre de diagnostic de ces troubles du spectre de l'autisme. C'est établi, où on sait très bien que celui-ci apporte tel élément, l'autre apporte tel élément. Néanmoins, vous avez quand même des registres en consultation où on reçoit les gens qui peuvent donner une idée et dire aujourd'hui, ils sont encore nombreux. Parce que vous savez, les décideurs, quand ils ne voient pas les chiffres, ils ne voient pas les vraies ampleurs, ils ne bougent pas. Effectivement. Donc, il doit y avoir des études au Togo pour pouvoir chiffrer ces troubles-là, pour pouvoir dire que tel nombre d'enfants ont ce trouble, peut-être même en allant vers cette ratio, tel nombre de garçons, tel nombre de filles par rapport à ce trouble. Cela peut favoriser d'ailleurs certaines études pour montrer loin, pour dire tel enfant dans ces conditions a la malchance, sinon la probabilité de pouvoir faire donc le trouble, ainsi de suite. Des éléments qui pourraient quand même orienter à la prévention surtout de ces troubles-là. Alors, il y a un autre trouble qui nous prête souvent à confusion, parce que vous avez vite fait de voir, on distingue les gens, on ne les distingue pas véritablement. L'autisme, la trisomie 21, c'est quoi la différence? C'est où la limite? Ok, effectivement, il y a des gens qui ne mettent pas la différence entre l'autisme et la trisomie 21. Oui, on pourrait dire que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui survient au cours du développement de l'enfant. Et il y a toujours ces trois caractéristiques qui sont présentes chez les enfants autistes. Oui, il y a déficit dans l'interaction sociale. La communication est altérée. Il y a aussi le comportement répétitif et stéréotypé qui sont toujours là chez les enfants autistes. Alors, plus de similitudes finalement. Mais au niveau des enfants trisomie 21, c'est une maladie génétique. D'accord. Oui, c'est un gène qui est responsable de ce trouble. Et c'est un gène, un chromosome surnuméraire au niveau de la 21e prime, le chromosome qui entraîne ce problème chez les enfants trisomiques. Et de plus, chez les enfants trisomiques, on peut dire que ces enfants présentent des déficiences intellectuelles avec un retard de langage. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les enfants trisomie 21 et les enfants autistes. Les enfants autistes, ils se retirent. Ils sont souvent dans leur monde, alors que les enfants trisomiques, ils côtoient tout le monde, vous allez les voir. Et de plus, leur faciès, leur visage, leur physique, déjà, ça
ça montre déjà que c'est un enfant trisomique. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai, donc la maladie a fait le gène qui laisse, Oui, elle dit qu'un dessin, oui, on va l'appeler comme ça, oui, et c'est ce qui nous effectivement. permet, nous, donc le public large, de pouvoir distinguer Et un enfant. l'autiste donc Et du trisomique. trisomie. Alors c'est vrai qu'en même temps, vous dites, l'autiste, lui, il est reclus sur lui-même, donc Oui, coupé du monde, du monde, enfermé, effectivement, il refuse justement d'interagir avec les d'interagir autres. avec les gens. Oui, Alors, peut-être dans son déficit, c'est vrai que le parcours, nous ne le connaissons pas vraiment. Il y a effectivement. donc une difficulté à établir la relation avec les gens. Entre, D'où la difficulté justement de oui, pouvoir oui, les intégrer. oui, Alors, vous avez dit la cause chez le trisomique, c'est un gène. oui. Alors, chez l'autiste, c'est quoi? Chez l'autiste, on peut dire que l'autisme, il y a des facteurs. Il y a des facteurs de risque qui entraînent ce trouble. Oui. Donc, déjà, il y a le facteur génétique. C'est des hypothèses, en fait. Oui. Donc, c'est pas encore tout à fait vérifié pour dire que c'est ce gène qui est responsable de De l'autisme. l'autisme, voilà. Vous voyez, c'est des gènes qui sont mutés, Oui. on peut dire. Donc, il y a des facteurs environnementaux Oui. aussi qui interviennent. Et par exemple, au cours de la grossesse, il y a des parents qui sont exposés déjà aux substances chimiques et tout. Oui. Donc, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant. Mais, Alors, on nous dit souvent que lors des accouchements, parfois, oui, il y a donc cet élément où, c'est pas comme aujourd'hui où les choses ont évolué, où l'enfant, dans la manière de l'extirper, Oui. dans le travail même qui est fait, oui, il peut subvenir oui. des éléments là où l'enfant peut sortir autiste. Oui. On dit quand il prend l'eau. Est-ce que c'est vrai tout ça? Non, on ne peut pas dire que quand il y a une peut-être anoxie néonatale, anoxie néonatale, ça entraîne souvent des paralysies cérébrales, Oui. où il y a une atteinte au niveau du cerveau, c'est ça qui entraîne les troubles moteurs. Il y a des troubles du langage qui surviennent en ce moment chez les enfants, peut-être qui ont eu une paralysie cérébrale. Ouais. Mais ça ne peut pas expliquer que forcément un enfant qui est passé par là soit autiste. Non, non, non. Ben, rassurez-moi, parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent au sein du public. Mais alors, qui peut être atteint de l'autisme? Est-ce que tout sujet peut être autiste? Oui. Tout sujet peut être autiste, peu importe le rang social, peu importe la couleur de sa peau, peut être un blanc, un noir, tout sujet peut être autiste. Alors, nous qui ne le sommes pas, c'est une chance. Effectivement. Et il ne faut pas C'est croire une que chance, ça n'arrive qu'aux autres. Oui. On est autiste, on ne devient pas autiste, c'est ça. Ah, d'accord. Oui. Et voilà qui conforte nos appréhensions et nous réveille de notre sommeil à les accepter et surtout à les considérer comme des individus aussi Effectivement. qui ont besoin de nous, qui ont besoin de soins, qui n'ont pas choisi d'être comme ils sont. Effectivement. Même si eux, ils s'occupent de nous, oui. nous, on doit aller vers eux. Voilà. Alors, est-ce que l'autisme, il est héréditaire? Je ne sais pas. Est-ce que dans une famille, on peut avoir de père en fils des autistes? Oui. Par exemple, les études ont montré que si vous avez un enfant autiste dans votre famille, peut-être les enfants qui vont venir, on aura forcément un autiste dans cette famille. Ah, d'accord. Il Oui. faut. Parce que déjà, dans les causes, on parle de mutation de gènes. Donc, ah oui. Oui. Et donc, c'est qu'il ne faut pas avoir un autiste, point de départ, oui. et ne pas naître autiste. Oui, effectivement. Parce que si déjà dans votre famille il y a un enfant autiste, vous avez la forte chance d'avoir encore un enfant autiste. Alors, c'est vrai que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est important. Ils sont au sein donc de nos communautés, de nos sociétés, et ils ont besoin de nous. Nous, d'ailleurs, qui sont nos enfants, qui sont nos parents, on ne peut pas les éloigner, Oui. on ne peut pas les classer. Oui. Je veux toucher donc à la stigmatisation et autres, on va y revenir. Oui. Mais est-ce que c'est des enfants qui peuvent être intégrés? Les voir à l'école, par exemple, évoluer. Oui. Est-ce qu'il arrive des cas où les autistes
Oui, il y a des Reviennent à la enfants. vie, je vais le dire comme ça. Oui, il y a des cas avec une prise en charge, une prise en soins précoce et adaptée. Donc, l'enfant autiste a beaucoup de chances à pouvoir améliorer sa qualité de vie. Alors, vous dites améliorer sa qualité de vie. Qu'est-ce que vous mettez dedans? La qualité de vie, on peut mettre déjà l'insertion sociale. Il y a, à part l'insertion sociale, l'insertion socio-professionnelle, on peut les insérer à travers une prise en charge précoce et adaptée. Ils peuvent aller à l'école parce qu'il y a des enfants autistes qui n'ont pas des troubles de la déficience intellectuelle. Donc, il y a des enfants qui ont une déficience intellectuelle associée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les 3 caractéristiques forcément réunies. Ils ont les 3 caractéristiques forcément réunies, mais il y a leur quotient intellectuel qui est plus élevé, qui va leur permettre d'être scolarisés et évoluer dans leurs études. Et donc, cela veut dire qu'un autiste, clairement, c'est quelqu'un qui peut retrouver, disons, les fonctions que nous avons et qui peut faire les mêmes choses que nous. Effectivement, mais la personne demeure toujours autiste. Avec ces caractéristiques qui sont toujours là, mais avec une prise en charge précoce, on peut récupérer, agir sur son comportement. Il va avoir une amélioration. Amélioration. Donc, si c'est un enfant qui refusait totalement de s'ouvrir, à un moment donné, il va commencer il peut interagir avec les autres, s'amuser avec les autres, mais vous allez voir toujours qu'il y a certains traits qui sont toujours présents chez cet enfant. Oui. Alors, qui s'en occupe finalement? L'autiste, il vient au monde, il est autiste, on a établi le diagnostic, vous avez dit que c'est un travail pluridisciplinaire. Est-ce que ça continue dans la prise en charge de l'autiste? On va continuer à le suivre dans une forme disons, de convocation de plusieurs spécialités, comme on a dit, où il y a quelqu'un particulièrement, son travail, c'est de s'occuper de l'autiste, comme vous, l'orthophoniste. Comme je l'ai dit, c'est une prise en soin, une prise en charge holistique, qui prend en charge d'abord la famille, parce que l'enfant vit au sein d'une famille. Donc il faut un sociologue. Effectivement. Il y a un neurologue. Oui, puisque vous avez parlé de déficit. Oui. Il faut un neurologue. Il faut un pédopsychiatre que nous n'avons pas au Togo pour le moment. Mais il y a des psychiatres. Il y a des éducateurs spécialisés pour des éducations spécialisées pour les enfants. Parce qu'il y a pour ces enfants, il y a des méthodes d'enseignement pour pouvoir les intégrer. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas pour les prendre, il y a une façon particulière de les ramener. Effectivement. C'est vrai que déjà sur la Dr TV, dans un sujet précédent, on en a vu, qui sont allés même remporter des médailles, qui sont devenus des athlètes. C'est vrai que, comme vous le dites, il y a toujours un petit souci. Et on les sent quand même heureux dans cela. Effectivement. Dans ce qu'ils font, ils sont entourés. Il y a Special Olympics qui fait un travail remarquable dans ce sens-là pour les intégrer. D'ailleurs, à ce propos, on va suivre l'élément suivant et nous allons revenir. C'est un dossier qui a été donc tourné par les Dr TV pour aller rencontrer ces enfants et nous. Il y a des amener des gants mieux sur mes dents. Ongolobe, vamos subo. Nene gants mieux, eu sur mes dents. Eu não me tudo quanto a. O cara já, eu não me tudo quanto a. Então por nada o homem não me dá igual. Lagi mau ke kanan medayo. Lo quoi non? Agbobli Christophe. Agbobli Christophe. Quelle est la sio? 33 ans. Bah il y a glonom, médaille la sio. Lo quoi que ka ho médaille, on to akansa na mo se.
Et tout ban, il y a mis on a sport les filles tout ban. Quand boy, mi foutu, et né des troisième. Et on a mengai. Et on a mengai. Tu connais pour toi alors? Blanc ou quelque chose? Non, cancer. On peut dire hôtel, ne va nomber. Nomber. Hôtel, nomber. 2 février au coup 2 février. 2 février au coup d'Ouala. On a aussi médaille là. Trop blanc, il y a quelqu'un qui a monté à blanc. Merci. On sort mes Ghana. Et tu vois, il y a aussi mes Ghana. Qu'on sort mes Ghana, on sort dans la rue. Et sort dans la rue, à moi tout le monde dit. Papi fia, il y a un monde dit. Pas au monde dit. Ah, on dit Ghana. On dit. D'accord, on dit, mais qu'est-ce que médaille là? Et n'a pas de gants. Dédé. Au niveau du Special Olympique Togo, nous avons à peu près 5000 athlètes recensés officiellement, parce qu'il y a d'autres athlètes qui ne sont pas recensés, que les parents ont cachés. Donc à peu près 5000 athlètes et répartis dans toutes les régions du Togo. Et il y a des programmes au niveau d'Apaon, de Sokoré, Kara, Atakpamé, Balimé et Lomé. Donc tous ces athlètes sont répartis sur tous ces programmes. Et au niveau des programmes, il y a des compétitions locales qui se font au niveau des programmes. Et il y a des compétitions nationales, les Jeux nationaux, où on regroupe tous les athlètes du pays. Et c'est ça qui nous permet, avec la sélection au niveau des Jeux nationaux, de les amener aux Jeux mondiaux. Et les derniers Jeux mondiaux, c'était en 2019 à Dubaï et à Abu Dhabi. Mais les prochains Jeux, ce serait en 2023 au niveau de Berlin. Donc, ceux qui sont sélectionnés au niveau des Jeux nationaux participent à ces Jeux mondiaux. Et la récolte en 2019 au niveau de Abu Dhabi a été de 4 médailles, dont 3 médailles d'argent et 1 médaille d'or que nous avons eue. Donc, retour au plateau avec notre spécialiste du jour, Gilles Edor. Vous êtes orthophoniste. Nous sommes en train de parler donc de l'autisme à l'occasion de la journée mondiale consacrée donc à ce trouble le 2 avril de chaque année. Oui. Donc, au lendemain donc, du gros poisson, que nous tous nous pêchons le premier, on a choisi de parler donc des autistes, de l'autisme et de ces sujets. Oui. Alors, quand je vous entends parler, vous me dites la réinsertion sociale qui est possible, un certain nombre de soins qu'on va apporter de façon précoce à l'autiste, ça peut lui permettre d'améliorer sa qualité de vie. Mais sûrement c'est irréversible, ce trouble-là. On ne peut jamais s'en remettre totalement. Parce que vous avez dit quelque part aussi qu'il y a toujours quelques... Oui. L'autisme, c'est un trouble irréversible. On peut pas, c'est pas une maladie. On est autiste, on reste aussi autiste jusqu'au bout. Même si on améliore sa qualité de vie, on reste toujours un autiste. Un autiste. Donc, c'est ça. Mais voilà. Et qui dit tout. Donc, l'effort que nous devons faire, nous tous aujourd'hui, c'est de tout faire pour pouvoir améliorer la qualité de vie. L'autonomie surtout. Voilà. Leur permettre même de pouvoir quand même se prendre en charge. Que l'autiste puisse aujourd'hui travailler comme tout individu et pouvoir se nourrir, se vêtir, se trouver un toit. Effectivement. Parce que ça mobilise finalement une personne à leurs soins, à leurs chevet, ce qui ne facilite pas quand même la vie familiale, c'est ce que vous voulez dire. La vie familiale pour la personne autiste? Oui, en fait, si la personne autiste n'a pas son autonomie, ça mobilise le père ou la mère. Ça sera très difficile. Un poids social. C'est pour ça qu'il faut une prise en soin précoce pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Et faire en sorte qu'à un moment donné, lui aussi puisse être autonome, travailler de lui-même, se vêtir, se nourrir, faire tous ses besoins. Alors, est-ce que des maladies peuvent induire l'autisme ou l'autisme peut induire des maladies associées, des pathologies? Oui, il y a des pathologies qui sont associées à l'autisme. Donc, il y a les troubles déficitaires de l'attention avec au sein hyperactivité. Il y a l'épilepsie aussi,
qui peut s'associer Ah, d'accord. à l'autisme. Donc, il y a certains enfants qui sont souvent agressifs et agités. Ah oui. Oui. Donc, on peut dire que c'est ça, les pathologies qui sont souvent... Il y a les troubles de sommeil qui sont souvent associés, les troubles alimentaires, parce qu'ils ont des préférences alimentaires. Et ils ne veulent jamais s'en départir. Et non, non, non. Alors, si tu as un autiste, ils sont souvent intolérants au changement. Okay. Quand vous leur changez d'habitude alimentaire, ils vont faire des crises de colère, ils ne vont pas vouloir, donc c'est ça. Alors, mais c'est compliqué dans ce cas-là. Mais on voit quand même que c'est la zone cérébrale qui est le centre de tout. Oui, effectivement. Parce que tout ce que vous avez cité là, donc c'est associé, ça vient de là. Oui. Et donc, c'est au niveau du cerveau, de tout ce qu'on peut dire. Donc, on est totalement dans le domaine de la santé. Du cerveau, parce que souvent chez les enfants autistes, il y a aussi une hypersensibilité. Par exemple, quand il y a du bruit quelque part, vous allez voir qu'ils vont fermer les oreilles, ils ne vont pas vouloir entendre. Ils ont une hyposensibilité aussi, peut-être à la chaleur et au froid. Donc, c'est ça. Alors, on va dire une certaine indifférence naturelle. Oui. Voilà. Oui. Mais en même temps... c'est dans leur neurodiversité. Oui. Oui, donc c'est ça. Et donc, le refus, il est catégorique, on va dire, parce que vous dites même le moindre bruit, ils ne veulent pas renfermer sur eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Donc, il y a un refus inné, totalement, d'établir la relation. La relation. L'environnement. Mais je précise toujours quand il y a une prise en soin précoce. Oui. Parce que déjà, dès le bas âge, quand l'enfant présente ces difficultés déjà, et si vous arrivez à les identifier, et on fait un dépistage précoce, on pose un diagnostic que cet enfant est un enfant autiste, alors là, il y a une prise en charge adaptée pour eux la prise en charge va leur permettre de s'insérer, d'aller à l'école, d'interagir avec les autres. Alors, est-ce que cela veut dire que les enfants autistes qui sont nés, qu'on n'a pas pu identifier tôt et qui sont là aujourd'hui, c'est désespéré, il n'y a rien à faire, ou bien il y a encore un âge limite pour pouvoir les récupérer? Je m'exprime ainsi. Ok. Parce que quand il y a une prise en charge précoce, parce que, il y a plus de chances. Il y a plus de chances à pouvoir se récupérer. Oui. Vous voyez? Donc, c'est parce que c'est le cerveau. Peut-être parce qu'il y a l'aspect génétique qui intervient, il y a le cerveau qui intervient. Donc, on peut dire que quand il y a une intervention précoce, on peut agir sur le comportement de l'enfant pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Alors, c'est vrai que l'enfant, il est encore flexible et non rigide au niveau effectivement. Du caractère, de l'attitude. On peut donc l'amener progressivement à prendre de nouvelles habitudes. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, voilà donc pour les généralités sur l'autisme lui-même en tant que trouble. Vous l'avez dit, le diagnostic, il est pluridisciplinaire. On imagine que la prise en charge également. D'ailleurs, déjà, le diagnostic, ça suppose qu'on est aux soins de cet enfant. Oui. Alors, l'aspect qui nous intéresse dans cette émission, c'est qu'il y a un thème qui a été émis au niveau international. Effectivement. Où on nous dit clairement, et ça donc, on va parler de la journée mondiale, elle-même concrètement, de la survie à l'épanouissement personnel. Et ensuite, on dit, les personnes autistes partagent des perspectives régionales. Oui. Alors, on va aller point par point de la survie à l'épanouissement personnel. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là, on veut dire que déjà, quand un enfant, vous détectez un enfant autiste, déjà autour de cet enfant, il y a déjà des difficultés de la communication, difficultés au niveau du comportement, il y a des difficultés au niveau de l'interaction sociale, au niveau de la communication et tout. Maintenant, pour permettre à cet enfant d'être épanoui, déjà, la survie, c'est de vivre malgré les difficultés. C'est ça. Donc, l'enfant doit vivre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a cette difficulté, donc on va laisser l'enfant autiste. L'enfant mourir. Ok. Il faut le prendre en charge, il faut l'entourer de son. Effectivement. Permettre à ce qu'il déjà survive à cette étape qu'on puisse s'assurer
qu'il va avoir une vie plus ou moins normale. Effectivement. Et c'est ça, la prise en soin va lui permettre d'être scolarisé, déjà, de continuer ce cursus scolaire et d'être intégré C'est-à-dire que de façon sociale, de travailler et d'être autonome pour s'épanouir et pour se développer. Alors, comme vous l'avez dit, si on le prend en charge et qu'on arrive à agir, à modifier son comportement, à améliorer, ça veut dire que la personne est en train d'évoluer. D'évoluer, d'épanouir. De s'épanouir, donc, et en ce moment, comme on l'a dit, elle peut pouvoir se donner des compétences pour pouvoir être autonome, se prendre en charge lui-même. Oui. Alors, les personnes autistes partagent des perspectives régionales. Oui. Alors, quand on va nous dire perspective régionale, c'est quoi? Ils vont quand même pas créer une organisation régionale des autistes. Non, parce que le thème là a été choisi pour pouvoir faire venir les enfants, les personnes autistes de diverses régions, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, pour pouvoir parler de leur expérience aux autres. Alors, et donc, ça leur permettrait de voir un peu l'autiste. Forcément, l'autiste de l'Amérique latine est le même que l'autiste de l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Pas pour dire plutôt que l'autiste de l'Amérique latine est différent de l'autiste de l'Afrique. Oui, on peut dire ça parce qu'il y a des conditions de vie dans toutes les régions. Ils vont agir parce que l'environnement agit sur ces enfants. Alors, l'autiste de l'Occident va bénéficier de certaines conditions beaucoup plus favorables. Effectivement, que l'autiste. Parce que de l'autre côté, en Occident, il y a des structures de soins qui sont adaptées, des inclusions sociales, tout ça, l'éducation qui est adaptée à ces enfants. Il y a des structures donc, qui ont été créées pour ça, avec de l'expertise, des compétences. Effectivement. Alors mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que c'est 17 ans quand même que la journée mondiale a été décrétée. C'était le 2 avril 2017. Voilà, 2017, enfin, on est là aujourd'hui en 2024. Oui. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans le monde? Enfin, au Togo, par exemple. Oui, peut-être dans le monde, on peut dire que la journée là a été décrétée pour pouvoir sensibiliser sur l'autisme. De dire aux gens, à la population, que non, ces enfants-là sont comme vous, donc vous devez identifier leurs besoins et les intégrer dans la société. Donc, on ne devez pas les laisser. Donc là, c'est pour combattre la marginalisation, la stigmatisation, la discrimination. Effectivement. Voilà. Mais en même temps, est-ce que ce travail-là qui a été fait a permis à un moment donné de mettre en place au niveau international, au niveau onusien, comme cela se fait pour d'autres pathologies, d'autres maladies, des programmes à l'endroit de ces enfants? Oui. On n'en entend pas beaucoup parler. Effectivement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des programmes? Il y a des programmes pour ces enfants. Il y a des programmes adaptés pour les enfants autistes. Au niveau international? Au niveau international, financé même par que le PTF, au Togo, il y a de ces programmes-là qui sont adaptés. Et c'est dans ce sujet qu'on doit toujours continuer à sensibiliser. Maintenant, c'est les acteurs, sensibiliser les acteurs, les former pour pouvoir prendre en soin, pour bien mieux prendre en soin ces enfants-là. Parce qu'il y a la science qui évolue, donc on doit toujours s'adapter à ce qui se fait. Alors, qu'est-ce que le public doit retenir? Parce que, au travers de ce thème-là, quand on va dire les choses de cette façon-là, qu'est-ce que le public ordinaire peut retenir de l'autiste quand on présente un thème comme ça à l'occasion d'une journée mondiale? Oui, effectivement, le public doit retenir que on ne devient pas autiste, on est autiste. Donc, il va falloir identifier leurs besoins. Déjà, il va falloir les détecter dans la société, leur donner des soins qui sont adaptés, l'inclusion sociale qui vont leur permettre de s'épanouir et pouvoir améliorer leur qualité de vie. Parce que c'est l'autonomie qui est vraiment important pour ces enfants.
Alors, de toute façon, ils vont survivre parce que même au sein des sociétés, quand ils sont délaissés, même, tu sais, enfin, la nature fait son œuvre. Effectivement. C'est des enfants qui se débrouillent bien dans leur coin. Oui. Malheureusement, on les voit courir les rues parce Oui. que le plus souvent en Afrique, les choses ne se présentent pas de la même façon. Oui. Il y a l'autre variante qu'il faut souligner. Oui. On pense tout de suite au mauvais sort. Effectivement, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a ses réalités aussi. Voilà. Mais ça ne facilite pas justement la prise en charge, l'intégration sociale de ces enfants. À partir du moment où les gens pensent que c'est des enfants qui sont sous le coup du mauvais sort, c'est peut-être le diable incarné. Oui, donc c'est ça qu'il faut démystifier. Un esprit malsain qui s'est incarné en cet enfant. C'est ça il faut démystifier. D'abord, à travers la sensibilisation. Aller vers la population, leur dire que ces enfants, ce sont des enfants comme vous, mais seulement leurs comportements sont un peu différents par rapport aux autres. Les mettre à l'écart, mais envie de les rapprocher. Effectivement. Donc, de sensibiliser les éducateurs pour pouvoir adapter les programmes par rapport à ces enfants-là. Alors, moi, je suis parent. Oui. J'ai un enfant autiste qui est renfermé sur lui-même. Oui. Quelles sont les premières bases, d'accord, d'interaction que je peux établir à cet enfant pour que je puisse aider moi-même personnellement à le faire évoluer? Parce que la charge revient surtout aux premiers parents. Ok. En ce cas, d'abord, si vous avez un enfant autiste qui se renferme sur lui-même, vous allez voir que cet enfant a un intérêt pour au moins quelque chose. Oui. Vous allez les voir tenir des choses et tout. Donc, est-ce que vous allez leur dire de ne pas tenir? Non. Mais vous allez essayer de jouer avec eux à travers son intérêt. Donc, vous n'allez pas dire que vous allez le détourner de son intérêt. Vous devez agir sur son intérêt pour pouvoir l'amener progressivement. Ça, c'est la première base. Oui, c'est la première base. Voilà, pour pouvoir l'amener progressivement. À pouvoir développer d'autres compétences. Parce que quand vous agissez sur son intérêt, vous allez voir qu'il va vouloir s'intéresser à vous. Parce que vous partagez les mêmes idées que lui. Donc, en ce moment, à partir de ce moment-là, il y a une certaine connexion qui s'établit. Qui s'établit, effectivement. Et cette mise en relation-là, va le mettre en confiance déjà. Donc, la première base, c'est de pouvoir mettre l'enfant en confiance. En confiance. Ne pas lui crier dessus, lui arracher des choses. Non. Il faut s'adapter à l'enfant, c'est ça. Alors maintenant, c'est pas à l'enfant de s'adapter à vous, c'est à vous de s'adapter à l'enfant. Donc là, le parent retourne à l'école de cet enfant. Pas retourner à l'école de cet enfant. Ah ben oui, c'est une école, toute une école, parce que c'est pas le seul, il y a d'autres dont il faut s'occuper. Le plus souvent, c'est ça le problème dans nos communautés. Oui, effectivement. Il faut revenir accorder une attention particulière à celui-là. C'est pas aisé, et surtout quand on est d'une famille modeste, vous connaissez. Effectivement. Très vite, l'attention monte, on crie sur l'enfant. C'est pas facile pour les parents, mais les parents doivent d'abord identifier les besoins de ces enfants-là. J'ai un autiste, je dois l'observer, le scruter, effectivement, pouvoir décrypter le moindre de ses comportements. Oui, voilà, effectivement. Avoir une attention particulière, d'abord apprendre à le connaître. Oui. C'est en ce moment que je vais identifier ce dont il a besoin et ce vers quoi il tend souvent. Donc c'est sur ça que vous allez agir. Donc je rentre dans son monde. Effectivement. Je deviens un demi-autiste. Pas demi-autiste, ben vous allez interagir avec lui à travers son intérêt. Voilà, je rentre dans le monde donc, de l'autiste. C'est ça en clair. Pour vivre dans son monde, j'essaie d'apprendre donc ce qu'il fait et tout, mais tout en intégrant d'autres choses. Voilà, c'est-à-dire pour pouvoir l'amener. Comme ce quand vous faites, il a un intérêt pour vous. Alors là, quand vous aussi vous allez vouloir faire quelque chose, il va avoir s'intéresser à vous. Vous voyez? Donc, ça émet une base de la communication, qui est le tour de rôle. Quand vous faites, lui aussi va faire. Donc, il y a un dialogue qui s'établit. Qui peut s'installer entre vous. Et cette boîte-là, il faut l'entretenir. C'est une boîte effectivement qu'il faut entretenir. Cette bulle-là, faire en sorte qu'elle ne se désagrège pas. Effectivement. Parce que le risque, c'est que si ça se rompt, est-ce que cet enfant peut encore... C'est très difficile parce qu'ils sont déjà intolérants au changement. Ok. Peut-être dans une chambre, vous avez l'habitude de laisser quelque chose sur une table.
Et d'un jour à l'autre, il vient, il ne trouve pas. Donc, il va faire des crises de colère et ça sera très désagréable pour la famille, des fois. Donc l'enfant, quand il se braque comme ça, c'est difficile de le ramener dans la boîte de dialogue. Donc quand on arrive à établir cette base-là, il faut continuer jusqu'au bout. Effectivement. Donc je dois avoir un carnet de bord finalement. Je sais que Effectivement. il a accepté ça. Oui. Il accepte et dans ces conditions particulières. Pour continuer. Je dois tout faire pour ne pas changer. Pour préserver. On préserve donc cet acquis. Oui. On évolue vers autre chose. Quel doit être le rythme? Est-ce que c'est chaque année, chaque mois, ou je le laisse le temps lui-même s'accommoder d'abord? Oui, vous devez lui laisser le temps de s'accommoder. Parce que la prise en soin n'est pas seulement à la maison. Oui. Il y a l'école qui doit intervenir. Ah oui. Il y a l'orthophoniste qui doit intervenir au niveau du langage et de la communication. Il y a les psychologues qui interviennent pour le comportement et les émotions. Vous voyez? Donc, c'est tous ces acteurs-là qui doivent se réunir de temps en temps pour pouvoir dégager les besoins de l'enfant et pour travailler en commun accord pour pouvoir aider cet enfant. Alors, vous dites l'enfant va faire des crises si ils sont exposés, ils font face à un changement. Oui. Est-ce qu'ils sont violents? Ils sont agressifs? Ça peut établir un climat de violence permanent ou c'est passager? Oui, c'est passager. Et des fois, ça ne peut pas être permanent. Parce que des fois, quand vous leur refusez quelque chose, ils font des crises de colère. Arrivé à un moment, ils peuvent se calmer. Donc, quand ils se calment, donc peut-être il saura que ça, c'est un interdit. Et pour répéter ça, il va vouloir penser avant de le faire. Parce que vous lui avez interdit cela, donc il sait que ça, c'est pas à faire. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que tout n'est pas perdu avec un autiste quand on l'a. Lui aussi sait très bien ce que les autres aiment, ce que les autres n'aiment pas. Oui, effectivement. Mais seulement, il faut lui, plutôt, enfin, disons, il faut lui favoriser. Effectivement. Ses désirs. Effectivement. Ses c'est la priorité, ça. Oui. Donc, il faut prioriser ses désirs. Parce que c'est sur ça que vous allez vous greffer pour pouvoir l'amener progressivement à s'améliorer. Alors, pour des gens qui ont la volonté. En le faisant, vous allez intégrer les règles de la société. Si vous voulez faire en sorte qu'il sache qu'il ne doit pas toucher au fourneau quand c'est au feu, vous devez déjà progressivement l'amener vers là. Oui. Toucher, vous faites brûler pour qu'il sente. Oui. Et il y a des enfants, je viens de le dire, qui sont hyposensibles à la chaleur. Il va toucher, mais il ne va rien sentir. Et c'est ça la différence. Oui. De lui montrer que c'est un danger. Oui. Vous devez lui montrer que ça c'est un danger. Pour qu'il sente et la prochaine fois, il ne va pas s'aventurer. Il ne va pas, oui, effectivement. Mais c'est pour ça que je disais que c'est toute une école et ça, il faut que les gens se rapprochent des spécialistes. Oui, effectivement. Il faut l'information, c'est ça. Il faut l'information. Comme nous sommes en train de le faire. Comme vous le dites, il y a des centres, il y a donc des structures aujourd'hui. Il faut que les parents se rapprochent de vous pour apprendre ces astuces-là et pouvoir évoluer. Alors, nous l'avons dit, ils peuvent être agressifs, il faut toujours avoir de la patience. Oui, effectivement, pour ces enfants-là. Alors, vous l'avez dit, la fréquence n'est pas déterminée. Il faut l'observer, s'assurer qu'il a intégré les nouvelles règles, d'accord, dans la boîte de dialogue qui est écrite, qui est créée, et puis évoluer vers autre chose. Est-ce qu'en fonction de l'âge, il y a une certaine spécificité dans ce que nous sommes en train de dire? Si l'enfant il a 3 ans, est-ce qu'il va avoir la même réactivité, la même réaction que l'autiste qui a 5, 7, 10, voire à l'âge de l'adolescence? Non, on peut dire que au fur et à mesure qu'ils grandissent, et les troubles ou bien les difficultés, ça s'améliore un tout petit peu, progressivement, mais tout en mettant en place ce que nous avons dit plus haut. Nous avons dit, et des mesures d'accompagnement. Donc c'est ça qui est primordial pour pouvoir amener l'enfant à se progresser. Alors, donc les bases qu'on a établies avec l'enfant à 2, 3, 4, 5 ans, quand l'enfant va évoluer vers 10 ans, il faut qu'on puisse encore identifier ses besoins comme un individu en fonction de son âge. De son âge et l'aider. Mais alors, à l'âge de l'adolescence, c'est un âge critique, on sait déjà avec les enfants normaux, je vais les appeler comme ça, où on a des difficultés. Alors, ces enfants-là, à l'âge de l'adolescence, est-ce que quelque chose change?
Oui, quelque chose change. Déjà, la morphologie, ils vont grandir et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, mais ils sont toujours autistes. Leur comportement là, pas toujours les suivre, mais ça va s'améliorer plus qu'avant. Voilà. Mais alors, c'est vrai, sur le plan sexuel, donc, on parle de l'éducation sexuelle de base aux enfants. Qu'est-ce qu'on va mettre comme base pour pouvoir amener l'enfant à identifier ce monde-là, ce nouveau monde où il y a un rapprochement entre les sexes, d'accord? Enfin, je n'ose pas vous demander s'ils ont les mêmes désirs, les mêmes envies que nous. Oui, les enfants autistes, ils ont des désirs. Il y a des enfants autistes qui se marient. Ils peuvent se marier. Mais pour pouvoir se marier, il va falloir déjà, pour pouvoir se marier, il va falloir travailler cela en amont. Parce que vous l'avez dit, il y a une hyposensibilité. C'est pour ça que je pose toutes ces questions, pour qu'on puisse se comprendre. Parce que c'est vrai, on en a vu qui sont arrivés jusqu'à fonder des foyers. Oui, effectivement. Alors, ce sont des exemples à répliquer, mais alors, il faut cette base-là dont nous avons parlé. C'est que les gens ont fait un travail en moi. Il y a eu une prise en charge précoce et qu'on a suivi cet enfant dans son évolution. Oui, il va falloir le suivre dans son évolution jusqu'à l'âge adulte arrivé à un moment. Il faut continuer par le suivre parce qu'on ne peut pas le délaisser. Il y a des choses qu'il faut continuer toujours par faire avec eux. Si vous arrivez à identifier ses besoins à l'âge adulte, donc vous devez travailler aussi ce côté-là. Il faut toujours le suivre dans sa vie, de bout en bout, effectivement, jusqu'au bout. Voilà ce que vous nous recommandez dans cette émission, Monsieur Edor, vous l'orthophoniste qui travaille avec ses enfants. Alors vous, particulièrement dans votre travail avec ces enfants, est-ce qu'il est facile d'interagir avec eux? En premier lieu, je peux dire que c'est pas tout à fait facile d'interagir directement en consultation, au premier rendez-vous, au premier contact, c'est pas du tout facile. Mais quand vous arrivez à pouvoir identifier déjà ses intérêts, donc vous pouvez agir sur ces intérêts-là. C'est en fonction de ça que vous mettez un programme en place pour pouvoir donc les amener à suivre dans le protocole que vous, de prise en soin. Voilà, de prise en charge que vous mettez en place. Alors, est-ce que votre travail d'orthophoniste, on va dire, avec ces enfants-là, il est facile? Vous arrivez toujours à leur redonner cet espoir dont nous parlions à l'instant? Oui, on arrive à redonner l'espoir là à l'enfant et à leur famille. Mais quelles sont les conditions? Parce qu'au-delà des compétences que vous avez, il faut que la structure ait les dispositifs nécessaires. Effectivement. Et il faut aussi que les parents y contribuent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut, tout ça, là, de façon précise? C'est énorme par rapport à la prise en soin parce que il y a la prise en soin médicale plutôt, la prise en soin médicale. Et il y a aussi la scolarité. Il faut payer les séances de prise en soin orthophonique, de même que chez le psychologue, le psychomotricien et tout. Les intervenants, c'est vraiment énorme pour les parents. Alors, ça veut dire que c'est onéreux, ça coûte cher, la prise en charge. Effectivement, ça coûte, mais c'est pas ça qui va décourager les parents à ne pas... Alors, les programmes qui existent chez nous, au Togo et ailleurs, est-ce que ces programmes prennent en compte ce paquet de soins à un enfant autiste quand il rentre dans la structure? Peut-être une consultation peut permettre de bénéficier de tout cela, ou bien c'est sérieux, il faut encore payer de façon parcellaire pour pouvoir bénéficier de tous ces soins. Quel est l'idéal? Oui, parce que quand vous venez peut-être dans les structures de soins, il n'y a pas tous les acteurs qui sont là présents, donc il va falloir aller d'acteur en acteur, c'est ça? Vous allez voir l'orthophoniste, il va fixer ses coûts, vous allez voir le psychologue qui va fixer ses coûts, mais il y a l'action sociale qui peut les aider à amoindrir les coûts par rapport aux prises en soins. Alors, l'action sociale pour aider à amoindrir les coûts, et ce n'est pas tout le monde qui peut forcément y avoir accès. On sait très bien que ce n'est pas gagné d'avance, et c'est ça souvent qui décourage les gens. À l'occasion justement de cette journée mondiale, pourquoi on plaide concrètement? On va dire aux gens, ok, on vous sensibilise,
pour les intégrer socialement, mais il faut les mesures d'accompagnement. Effectivement. Oui, c'est pour ça et l'État a mis en place des structures de soins. Par exemple, au Sénat, Oui. il y a l'orthophonie, Oui. il y a l'ergothérapie, il y a la psychologie. Et tous ils sont là. Donc, quand vous allez, vous pouvez bénéficier de ces soins-là. Alors, le Centre national d'appareillage orthopédique. Oui, effectivement. Oui. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le mais de toute façon, il y a quand même des structures à l'intérieur du pays. Oui. C'est de convier déjà les populations à pouvoir s'adresser à ces structures. Oui, quand il y a au moins des problèmes, voilà, des mesures d'accompagnement pour aider. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, effectivement, ce n'est pas suffisant, mais on fait avec. Et pour le moment, ça permet de contenir le nombre qu'on a, c'est ça, et de pouvoir donner l'espoir aux gens. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de souhaiter que l'État mette encore plus de dispositifs en place pour prendre en charge. Pour prendre en charge, oui. Nous savons très bien que l'équipe du professeur Belot et d'autres encore font un travail énorme, avec qui vous travaillez forcément. Oui, effectivement. Et vivement que cela puisse s'étendre à deux enfants, qu'on puisse avoir les chiffres réels, les recenser, dire qu'au Togo aujourd'hui on a 10 000 enfants autistes, voilà, et on a un centre diagnostic qui prend en charge. Donc, alors, si les autorités sont à notre écoute, ce que nous demandons, c'est un centre de prise en charge. Effectivement. D'accord, spécialisé. Les autistes, c'est des trisomiques qui sont au sein de nos sociétés dont on a besoin. Alors, on est en train de finir cette émission. Comme regard aujourd'hui que le public doit jeter sur l'autiste, qu'est-ce que vous dites? Vous, le public, quel regard vous, les dents, vous nous dites d'avoir sur les autistes et les trisomiques. Il faut avoir un regard positif sur ces enfants parce qu'ils sont comme nous, mais seulement c'est leur comportement au niveau de la diversité qu'il y a des écarts, sinon des barrières. Des barrières, effectivement. Sinon, ce sont des enfants qui sont comme nous, qui peuvent s'épanouir, vivre et être intégrés dans la société. Et être utiles même à la société. Ils sont vraiment utiles parce que des enfants ou bien des personnes autistes, ils ont beaucoup de talent. Parce que, par exemple, au niveau de la technologie, et au niveau de l'art, de la musique, ils développent beaucoup de talents que nous-mêmes pouvons utiliser pour pouvoir se développer notre vie. Ils ont même des talents que nous n'avons pas. Effectivement. Et chez eux, ça peut être pour pouvoir développer ces talents, il va falloir vite les détecter, les travailler pour pouvoir en bénéficier. Et faire en sorte que justement ces gens puissent être utiles à la société. Parce qu'ils font partie de la société. Effectivement. De toute façon, on ne les laissera pas mourir. Non. Il faudra s'en occuper. Effectivement. Il faudra les aider. On exhorte les parents qui ont des enfants autistes à ne pas se désespérer, à pouvoir les accompagner. C'est l'accompagnement qui est vraiment important sur le plan psychologique, matériel et tout ce qui va avec. Et que les décideurs mettent en place des programmes. Oui, effectivement. Oui, l'inclusion des programmes de sensibilisation, d'accompagnement, de formation des professionnels pour la prise en soin parce que la science évolue de jour en jour. Donc, il faut qu'on s'adapte vraiment à ces réalités pour mieux prendre en soin ces enfants autistes. Alors, c'est là votre message, Gilles Edor, vous êtes orthophoniste. Vous êtes venu donc nous parler de l'autisme. Cette émission, je l'ai dit, donc, a été réalisée dans le cadre de la journée mondiale de ce trouble-là, le 2 avril de chaque année. Et depuis 17 ans maintenant. C'est vrai que les choses ont évolué, mais comme vous le dites le plus souvent, beaucoup reste encore à faire. Et c'est dans ce beaucoup-là qui reste à faire que nous sommes en train de travailler et faire en sorte qu'aujourd'hui, le parent, la parente sache quel est son rôle. Effectivement. Le formateur sache quel est son rôle dans la prise en soin de l'enfant. Le prestataire de services de soins puisse savoir quel est son rôle pour mieux aider l'enfant. Alors l'enfant n'en saura rien de toute façon, mais que le décideur aussi sache ce qu'il met en place. Effectivement, pour mieux accompagner les acteurs dans ce processus. Pour qu'il y ait cette inclusion sociale et surtout cet épanouissement de ces enfants-là, et vous l'avez dit. Ils ont des perspectives régionales, c'est vrai que si vraiment on les prend en charge, c'est des gens qui peuvent réaliser de grandes choses, s'accomplir, s'épanouir et être utiles à la société. À la société. Voilà, merci donc à vous, Gilles Edor, d'être passé dans cette émission.
nous n'hésiterons pas à vous faire appel tant que vous êtes disponible. Ok, merci beaucoup. Le plaisir partagé. Bon retour chez vous. Ok, Chers merci. téléspectateurs, vous l'aurez compris, les autistes sont utiles à la société. Vous, les parents qui avez des enfants autistes, ne désespérez pas. Il y a toujours un espoir, oui. Il y a toujours de l'espoir, encore de l'espoir et de l'espoir. Et aussi, il faut dire que ce n'est pas seulement le 2 avril qu'on pourra faire la sensibilisation sur l'autisme. On va en parler tous les jours. Voilà. Donc voilà. On doit parler tout autour de nous pour pouvoir amener les gens à mieux comprendre le trouble et mettre en place des stratégies d'adaptation pour mieux aider ces enfants à améliorer leur qualité de vie. Merci, tout est dit. On se dit à très bientôt sur SS Docteur TV pour un nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent. Restez-nous fidèles. Merci donc aux équipes techniques, rédactionnelles et surtout au niveau de la régie qui nous aident et nous accompagnent dans la fabrication de nos émissions. À très bientôt.